pas oublier mes origines. Je retourne toujours au Brésil, ça, chapeau pour moi-même. La seule chose qui pourrait changer, c'est qu'on apprenne à nous respecter. Tomaya Jojo Maya, Bobo Maduaro Maturi, Liga Joe Nanyamuna, Ego, I said Matua, Angelo. Cette histoire, avant qu'elle ne soit classée comme documentaire, c'est avant tout mon histoire personnelle. Mon histoire personnelle que je vais essayer de partager avec vous. C'est aussi l'histoire de quelques Noirs de Marseille et de ceux qui y sont passés. Marseille a toujours eu un lien fort avec les Noirs, tant par le passé que le présent. C'est aussi dans cette même ville qu'une nuit, Ibrahima Silla, jeune étudiant guinéen, a été tué de 30 coups de couteau. Tu es là, je te vois. Comment tu te sens? Eh bien, si tu te sens bien, eh bien, c'est le principal. Écoute, comme tu es là, avance et rentre. Aujourd'hui, on a beaucoup de Maghrébins, mais ce qui n'était pas dans le cas avant, c'est qu'il y avait beaucoup d'Africains, surtout au domaine de la navigation, il y en avait énormément, et des militaires. Parce que là où ils ont mis l'université de Pierre Puget là-bas, donc là-dedans, il y avait un camp militaire, et puis il y avait aussi le foyer de marins, il y avait plein de choses. Quand on est venu, nous on était cachés dans le bateau, il n'y a rien à manger, et puis il faut faire attention de ne pas pisser pour que les gens, le matelot là, qui sont dans le bateau, ils ne te trouvent pas, les cargos là, ils ne te trouvent pas parce qu'ils sentent le pisse. Alors on est descendu. Il y a eu un chamboulement, et puis il y a eu quand même... Tiens, je présente mon collègue. Bon, je disais qu'il y avait un chamboulement, mais c'est vrai qu'il y a quand même eu une certaine arrivée de la communauté, donc en l'occurrence la nôtre. Parce qu'en fait, quand je suis arrivé en France, moi, en fin 79, les endroits où j'ai beaucoup joué réellement, c'est à Marseille. Parce qu'il y avait un club, je ne sais pas si tu as connu un club de jazz qui s'appelait le Pêle-Mêle, qui était sur le Vieux-Port, où a joué d'ailleurs un des plus grands musiciens de jazz qui existe sur cette planète-là. Moi, j'ai joué là beaucoup avec Eddie Louis. Le premier concert de Sixon, c'était à Marseille, c'était au cours Julien, c'est ça, hein? Au cours Julien, voilà. Et c'était la folie. C'était la folie parce qu'il y avait... J'avais l'impression que le public connaissait mieux les morceaux qu'on jouait nous-mêmes. Tu dis que les gens chantent les morceaux à ta place toi-même. Donc tu sais même plus si c'est toi qui as composé les morceaux. C'est ça qui est super avec les Marseille. Ben, écoute, je t'avoue honnêtement que j'ai pas connu beaucoup de musiciens réellement à Marseille. Parce que mes meilleurs amis marseillais, il n'y en a aucun qui est musicien réellement. C'est des gens qui adorent la musique, mais il n'y en a pas qui est vraiment musicien. Alors, ça va très bien, très bien. Oui. Oh, oui. Je veux dire, Marseille, c'est chez moi. Hein. Quand je suis arrivé, je suis au pays, donc j'ai toute la famille qui est là. Donc, c'est-à-dire qu'avant même que de monter sur scène, j'ai déjà occupé toute l'énergie de toute la famille. Tu imagines ce que ça donne sur scène? Non, mais ça me donne beaucoup d'énergie, énormément d'énergie. Tu ne peux même pas t'imaginer. Petits autographes. Absolument. Et un gros merci pour la musique. Il est bien cet album. Ils sont tous très bien. Ouais. C'est les derniers, c'est les autres. Les Zaouna, les Adélassini. Les autres albums, sera possible de les faire signer par jour? Oui. Après le concert, oui. Le concert, oui, aucun souci. Au contraire. Merci. Merci, ma grande. Bien. Merci. Bon concert.
Je suis venu en France parce que mon père était français. Il était navigateur dans les compagnies Paquebot, donc compagnie Fabre. Et de là, je suis venu rejoindre le papa pour continuer les études à Marseille, en France particulièrement. À Marseille, j'ai décidé de rester à Marseille parce qu'une fois que je suis venu à Marseille, j'ai vu que bon, c'est une ville aussi en même temps, le soleil, le climat, et aussi la mer qu'il y a ici, la mer qu'il y a ici, le climat, c'est pas l'océan Atlantique comme chez nous, mais la famille. Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, que Marseille, c'est la porte de l'Afrique. Ça, c'est très, très important. Et puis, il faut voir qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus en France, ils sont passés par Marseille. J'ai mon ami Manu Dibango qui m'a brigadé, comme on dit à Marseille, à jouer du saxophone aujourd'hui. Et si je joue du saxophone, c'est grâce à lui. Il a dit qu'il a pris le bateau au Cameroun jusqu'à Marseille. Et si le bateau pouvait aller jusqu'à Le Mans, Tu vois que même nos anciens, ils ont toujours de l'humour. Et ça, c'est très, très beau, ça. Et cette modestie-là, et cet état d'esprit d'être humble, je vois que c'est ça que la génération d'aujourd'hui a un petit peu perdu. C'est un peu dommage. La rue Reggaeton Rasta. Justement, là, il y a Ousmane Sembène qui a écrit son livre qui s'appelle Le Docker Noir. Justement, l'action du bouquin, ça se passe là-dedans, au 22 rue de Petite Marie. Et puis, il parle beaucoup de tout ce coin, la rue de Hello, la rue de Petite Marie, la rue de Dominicaine, la rue de Baignoire, tout ça. Mesdames, vous allez bien? On leur a dit battez-vous pour la patrie. Sur le champ de bataille, faites tomber l'ennemi. En première ligne contre le drapeau nazi. On a eu besoin des anciennes colonies. Il faut redorer le blason de notre empire. Incorporer de force dans les armées d'Afrique. Contingent formé de soldats exotiques. Bouclier humain, chair à canon stratégique. Ce que je pense de cette ville, c'est, on peut dire que c'est un pays dans un autre. Parce que ici déjà, parce que bon, on a la chance d'avoir la mer, on a la chance d'avoir le soleil, on a la chance d'être près de l'Afrique, c'est-à-dire on n'est pas loin des pays du Maghreb, on n'est pas loin aussi de l'Espagne, pas loin de l'Italie. On a la chance aussi d'avoir des massifs un peu plus hauts dans les terres. Et Marseille, c'est une ville assez particulière. Les Marseillais ont une forte identité marseillaise en eux. Même les expatriés, des personnes qui sont parties sur Paris, des personnes qui sont un peu partout dans l'Europe, aux États-Unis, ont gardé cette fierté d'être Marseillais avant d'être Français. C'est une ville quand même qui a plus de 2600 ans d'existence. Elle a connu pas mal de civilisations. Et je pense que c'est une ville... à travers le monde, c'est une ville qui intrigue, qu'on l'aime ou qu'on la déteste, c'est une ville quand même qui attire l'attention. Ça, ne me demandez pas pourquoi, parce que j'en sais trop rien. Meloban, c'est un groupe qui a été créé en 1984 avec des potes sur Marseille. Voilà. On a décidé de monter un groupe pour faire justement de la musique haïtienne, du compas. Et puis essentiellement mélangé avec du zouk. Comme de la formation, on a également des Antillais, la Guadeloupe, Martinique, Haïti. Alors, le compas, c'est une musique qui nous vient de Haïti. Vous savez, le compas, ça a été à l'époque le Tabou Combo qui jouait cette musique. À la base, cette musique était destinée pour rester au pays. Et puis finalement, comme le compas c'est une musique super bien rythmée,
Et les organisateurs du compas ont décidé de faire circuler un petit peu ce style de musique qu'on trouve maintenant ici en France, la métropole, et surtout aux États-Unis. Le compas est très en vogue aux États-Unis. C'est le festival des arts noirs et des cultures autochtones. Donc l'objectif du FANCA, c'est de promouvoir les cultures et les arts de l'Afrique subsaharienne, parce que les arts majeurs, cela va de soi, parce qu'il nous semblait important qu'il fallait qu'en tant que Noirs africains de Marseille, nous participions à transformer l'image que l'on a de nos peuples et de nos civilisations. Pourquoi le FANCA? Parce que c'est une histoire de responsabilité, parce que quand on est d'Afrique, quand on est de l'Afrique subsaharienne, on ne peut pas ne pas s'intéresser au développement de nos pays. Et je pense que notre responsabilité consiste à trouver tous les moyens possibles pour à un moment donné contribuer au développement économique de notre côté. En Afrique, et donc le FANCA part de cette idée de responsabilité que nous avons envers notre pays. Nous sommes dans une ville très cosmopolite et c'est la raison pour laquelle c'est un grand plaisir pour nous tous les ans d'être partenaires de cette association, et on attend, c'est devenu maintenant un rendez-vous traditionnel. Et le thermomètre, c'est un peu le nombre de visiteurs. Ces manifestations sont très suivies par le grand public. C'est le signe du succès. Je la souhaitais de cette manière-ci, et avec le collectif, je pense qu'on a pu s'apercevoir que c'était un moment important. En termes mémoriels, c'est même indispensable qu'il y ait cette reconnaissance publique, collective, d'un phénomène, d'un fléau qui a quand même rongé une partie des nôtres dans notre humanité. Donc je suis très heureux d'être là, parce que malheureusement il y a encore quelques velléités contemporaines, et qu'on doit être vigilant à tous les instants pour le bien de notre humanité. C'est en mémoire de nos aïeux. Ils sont encore là, ils dorment, mais ils sont encore là. Et il est temps que l'on se fasse entendre concernant justement la race noire qui concerne bien sûr les créoles, l'océan Indien, nous-mêmes les Africains. Nous devons être ensemble, main dans la main. C'est sûr que nos aïeux que nous avons perdus depuis très longtemps. Des anciens sont tombés, des mamans sont tombées, des papas sont tombés, des enfants sont tombés. Aujourd'hui, c'est à nous de faire le reste. C'est à nous de nous unir la main dans la main et de ne se reprocher aucune chose. Et avec justement
face à la mer. Tout à l'heure, nous allons jeter des palmes de fleurs. C'est que nos aïeux sont encore là justement hein, pour nous tendre la main et nous faire suivre le chemin qu'il faut. C'est de nous rassembler, noirs que nous sommes. Soit on a été fils de vendeur, soit d'acheteur ou bien de vendu. Et tous concernés, et dans concerné, il y a le mot con. Et c'est ce qu'on condamne. Bien qu'on condamne, il y a aussi con. Je suis venu à titre de républicain, et je tenais à le dire, pour célébrer des hommes et des femmes privés de liberté pendant trop longtemps. Et je pense que la France doit se souvenir de ces instants de douleur pour essayer de construire des moments plus paisibles dans une ville qui est, à mon avis, potentiellement le symbole d'une diversité assumée. C'est pour ne pas oublier qu'il y a un siècle et demi, environ 160 ans, il y avait des hommes noirs qui étaient soumis à l'esclavage, à des traitements, je dirais, inhumains, et que la date de cette abolition est très importante pour nous, parce qu'à partir de ce moment-là, on va considérer les Noirs maintenant comme des êtres humains, peut-être pas en part entière, mais au moins comme des êtres humains. Et c'était le début, je dirais, de l'affranchissement de l'homme noir vers une reconnaissance un peu plus importante. La commémoration de cette abolition de l'esclavage vient effectivement donner ce sens au présent, la mémoire. D'abord dans son sens politique, puisque c'est la République qui a désormais décidé de célébrer cette abolition de l'esclavage, et puis dans son sens moral, en ce que, en tout état de cause, c'est en se retournant vers le passé qu'on réussit à appréhender le présent, et que effectivement les peuples peuvent vivre en paix ensemble, parce qu'ils se sont finalement réconciliés sur le terrain de l'histoire. Si tu sais que tu ne sais pas, tu sauras, mais si tu ne sais pas que tu ne sais pas, tu ne sauras jamais. Cette journée est une journée mémorable, qui nous fait plaisir, parce que là, on ne se sent pas à 90% à 100% exclu. On sent que nos doléances, notre problème, l'esclavage qui a été reconnu, qui est vécu, a maintenant sa place. Et nous pensons que demain, la commémoration de l'esclavage, le problème des Noirs, des immigrés et tout ceci trouveront une place là où elle est. On ne demande pas mieux. On demande à ce que les choses soient restituées dans leur histoire et sur leur place. On est tous concernés. Soit on a été fils de vendeur, soit d'acheteur ou bien de vendu. C'est tout le monde qui est là. Personne n'a été cause de l'esclavage parmi tous qui sont là. Personne. Donc on est tous fils ou petits-fils ou arrière-petits-fils. Vive la liberté! Vive la liberté! Soyons ensemble pour un monde meilleur! Come on.
bang bang, me jalete. When you go to Dantok ba, tu look back way, ya bang bang, me one way, you are so clever. Snouedo, c'est un artiste d'origine béninoise, vivant à Marseille, qui fait de la musique depuis les années 90. Donc j'ai commencé par faire de la danse. Ensuite je suis venu au chant, donc j'ai commencé par du rap, du reggae pendant plus de 10 ans. Et maintenant je fais de la world music. Je parle souvent de l'esclavage, de mes origines, parce que moi je suis né à Marseille, mais je suis d'origine africaine. Donc j'ai commencé à chercher d'où je venais. En plus, vu que je viens du Bénin, Bénin c'est en 75, normalement je viens du Dahomey. D'où il y a la culture vaudou qui est vraiment imprégnée. Et par là, quand on parle de Sakpata, de Mamiwata, et tant d'autres divinités, de Legba, de Ogun, en plusieurs langues, en plusieurs dialectes, c'est ce qui m'inspire, quoi. Et donc à travers mes chansons, je suis en train d'inculquer la jeunesse marseillaise et toute la jeunesse que je peux rencontrer en lui disant que l'homme noir vient d'Afrique. Et par là, il y a un tas de choses qu'il faut comprendre. Many countries know who is the system. Many sisters gonna be amazing woman. Ben Vaudou, c'est un art ancestral venant du Dahomey. Ce fut exploité par rapport à l'esclavage. C'était par des chants, c'est une manière d'être, c'est dans notre coutume, dans notre culture. Et chaque Béninois qui existe est imprégné du vaudou par des traits, par un regard. Et c'est pas juste faire du mal, c'est faire du bien, c'est ce que je dis. Les Européens ne savent pas ce que signifie la danse du Goli. Le Goli est une danse cultuelle qui permet de dire à l'individu « je fais corps avec l'être que je suis, dans l'être que je suis au sein de la vie ». C'est-à-dire que je deviens à la fois bout de bois, terre, Dieu, ciel, je deviens tout. Ça ne signifie pas qu'on se cache. Au contraire, on porte cette beauté pour inviter la beauté à retrouver la beauté. Ce masque et moi, comme celui-là et moi, nous sommes un. Tous les objets qui sont ici sont moi. Je ne ferme jamais ma porte à clé parce que je n'ai pas peur. Celui qui viendrait, qui l'emporterait, mais il emporterait avec lui toutes les malédictions que pourrait contenir cet appartement. Des initiatives sortent du festif, on n'est pas tous artistes ou sportifs. Le goût de la gagne, de la réussite, s'évader du ghetto, regagner l'élite. Je dis toujours que Marseille, pour moi, c'est un peu le Far West. C'est une ville qui ne fait pas de cadeaux. C'est une ville qui en fait, il faut avoir du cran pour vivre dans cette ville. Et les gens qui vivent ici, qui sont nés ici ou qui viennent d'ailleurs et qui s'installent à Marseille, il faut avoir du cran pour vivre ici. Parce qu'elle est comme le Mistral. Elle peut vous retourner le cerveau, comme en même temps elle peut vous accueillir. Et c'est une ville qui met les gens à l'épreuve. Et entre guillemets, excusez-moi l'expression, mais il faut être couillu pour vivre ici, quoi. Ça, c'est un tableau, en fait,
C'est le genre de réalisation que je peux faire en une journée, c'est-à-dire quand j'ai vraiment une envie de créer quelque chose, mais je ne sais pas quoi forcément, sans concept, sans avoir une idée, je me laisse aller et je prends différents éléments que j'ai sous la main et on va dire c'est plus de l'art brut, pas dans le sens brut, art brut comme on l'entend en histoire de l'art entre guillemets, mais brut dans le sens où voilà, j'ai pris un bout de plastique, un bout de peau de peinture qui traînait et puis je l'ai marouflé sur la toile et puis voilà. En fait, c'est la fin d'une série sur Calamity Jane que j'ai réalisée. J'ai eu l'occasion l'été dernier de partir à Forcalquier faire de la lithographie avec 2 autres artistes et il m'est venu ce thème par le plus grand des hasards et je trouvais que c'était un personnage qui était assez intéressant. Par la suite, j'ai eu l'occasion de lire les lettres qu'elle avait pu envoyer à sa fille. Et pourquoi Calamity Jane? Parce que c'est une femme, pour moi c'est une féministe de toute façon, même si effectivement quand on connaît son histoire, elle a confié son enfant à une famille parce qu'elle ne pouvait pas l'élever. Mais à côté de ça, quand on connaît le contexte historique de l'époque à laquelle elle a pu vivre, on se dit, c'est incroyable d'avoir été une femme cow-boy et d'être allée jusqu'au bout de ses ambitions, quoi. Le milieu de la peinture, c'est un milieu d'hommes, à grande majorité, même s'il y a beaucoup de femmes qui sont peintres. Mais pour s'imposer, en tout cas, et être prise au sérieux, c'est très compliqué. Ça demande 2 fois plus d'énergie. On se pose 2 fois plus de questions, puisqu'en plus, en tant que femme, il y a toutes les petites questions annexes, on va dire, de la vie courante, puis aussi des questions en tant que femme sur la maternité. Est-ce qu'on doit privilégier sa carrière de peintre, sa carrière d'artiste, par rapport à sa vie de femme ou d'éventuelle mère? Enfin, c'est très très compliqué. Et femme peintre noire, c'est encore autre chose. Déjà, le fait qu'on dise qu'on est artiste noir, donc de suite, on nous met dans une catégorie. C'est quelque chose que j'aime pas trop. Donc, on s'attend à un certain style de peinture. Et quand on ne répond pas aux attentes du style que les gens pensent voir parce que je suis une femme artiste peintre noire, il y a une sorte de déception, de surprise ou un peu de... Enfin, je sais pas, dans le regard des gens, je l'ai déjà ressenti plusieurs fois, il y a quelque chose de... Alors des fois, j'ai de très bonnes surprises parce que les gens me disent, sans oser me le dire, « Ah, vous êtes noire, mais vous êtes capable de faire ça ». Et à côté de ça, il y en a d'autres qui me disent, « Ah, tu fais ça, mais en même temps, tu parles pas assez, peut-être, entre guillemets, de ta négritude ». En même temps, j'ai pas besoin d'en parler, je suis et c'est tout, quoi. Je suis, je pense, donc je suis et j'ai pas besoin de... Puis je pense que les gens qui de toute façon s'y connaissent bien en peinture, sentent de toute façon qu'il y a un aspect nègre dans ma peinture de toute façon, même si c'est pas quelque chose que je mets forcément en avant, parce que j'en ressens pas le besoin et que mon travail parle de lui-même en fait. Bonjour, nous sommes donc chez Loubès, dans la rue du Baignoire, juste derrière la bibliothèque de l'Alcazar. Loubès veut dire quoi de neuf, c'est du Wolof. Loubès c'est aussi un métissage entre le provençal et le Wolof. Lou en provençal veut dire le, Bès veut dire nouveau en Wolof, donc on tombe sur un nom de magasin qui veut dire le nouveau monde, les nouveaux objets, la nouvelle idée. Et pour moi, ça correspond aussi à ce que devrait être le futur. L'association Les Calebasses poussent à Marseille. Donc les Calebasses poussent à Marseille existent depuis 2002. On a commencé par faire des ateliers dans les centres défavorisés, dans les centres sociaux, dans les maisons de quartier, dans des écoles aussi. Et l'idée, c'était de prolonger en fait cette volonté de faire découvrir l'Afrique autrement. Donc en créant Loubès, c'est un lieu de métissage où on mettait en avant la création africaine, on mettait en avant le travail des artisans issus de la diaspora aussi. Les Calebasses poussent à Marseille, son objectif premier est de permettre des échanges interculturels et de promouvoir la création artistique. D'où les ateliers qu'on a fait dans les centres sociaux. La boutique existe et dans la boutique en fait, il y a un volet
très promotion de la femme créatrice, donc la femme universelle. Donc dans la boutique, on met en avant des créations de femmes plasticiennes vivant à Marseille ou dans la région aussi. Donc on a des Européennes, on a des Sud-Africaines, des Béninoises, des Japonaises. Créer aujourd'hui pour une femme, c'est difficile. Pour une femme de peau noire, ça l'est un tout petit peu plus. Donc je crois que toutes les femmes qui ont envie de faire des choses, de créer, qui ont envie de s'affirmer, il faut croire en ce qu'elles font, croire en ce qu'elles sont. Et ne pas oublier d'où elles viennent. Ça, c'est très important. C'est la sanza. On appelle ça généralement en patois bassa, lungmanganda. Donc, c'est des instruments, à l'époque, on les creusait comme sous forme de calebasse. Et on mettait des lames, comme vous voyez là, là actuellement. Mais ça, c'est un peu plus moderne. Là, on fait ça avec un bois. L'essence du bois, c'est l'apa, mais généralement, chez nous, on appelle ça ébé. Tonglo ki tonglo togange be sume kumaye be botire abobong omko nya ika kata hata ayene. Mon mari était ici. Mon mari ne me dérangeait pas. Il était le meilleur des maris du monde. En tout cas, même s'il n'était pas le meilleur du monde, il était le meilleur de ma nation. Le gars m'était à porter le bébé. Il faisait la vaisselle. Il m'aidait à tout faire. Mais depuis un certain temps, je ne sais pas ce que mon mari est devenu. Et l'homme pororbe, l'homme derlega beme, l'ora homorbe, l'ora jong barbe ya tengara beme a. L'homme ma barana l'homme pororbe, l'homme derlega beme, l'ora homorbe, l'ora jong barbe ya tengara be et l'homme. Coco, 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 hey, 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 koum, koum, koukoume, hey, 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 hey. Mon mari arrive maintenant à la maison à n'importe quelle heure. À 1 h du matin, le gars arrive, il toque quand il veut. À 2 h du matin, il le met. Et quand je dis à mon mari, mais explique-moi, qu'est-ce qui ne va même pas au juste? Le gars me dit, ma femme ne pleure pas. Ah, non, ne pleure pas, oh, ce sont les moments de la vie. Nibe a, nibe a, oh, 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 nibe a, nibe. C'est un instrument d'accompagnement généralement, mais c'est très représenté lors des fêtes de funérailles. Les fêtes de baptême, de mariage, ça s'utilise beaucoup. C'est les initiés qui utilisent ça, comme on dit chez nous, les conteurs, quoi. Eh bien, je m'appelle Jimmy Kurt, je viens de la Martinique, plus spécialement de Fort-de-France. Et puis, ça fait quelques années que j'habite dans le 15e à Marseille. J'ai rêvé de vous, oh comme c'était doux. On faisait les fous, on riait de tout. J'ai rêvé de vous, sur l'air d'Only You. De vous je suis fou, les dingues sont à vous. Pas de prise de tête entre nous, rien que des mots doux, des baisers dans le cou. Non, pas de prise de tête entre nous, c'était l'amour fou, comme au premier rendez-vous. Rien qu'une relation facile entre nous. Darling, love me do.
Rien qu'une relation facile entre nous. Darling, love me do. Cette chanson parle d'une relation entre l'homme et la femme, que la relation doit être facile et non compliquée. Parce qu'il y a trop de bâtons dans les roues en ce moment. Les gens qui nous reçoivent maintenant ont beaucoup plus de méfiance vis-à-vis de leur couleur. Alors je ne sais pas d'où ça vient, si ça vient de leur culture ou si ça vient d'un effort qu'ils n'ont pas envie de faire pour pouvoir être prêt ou comprendre une personne. Ce n'est pas parce qu'une personne a une couleur différente que cette personne-là, elle est différente. Les hommes, on est tous égaux sur Terre. Et le jour de la naissance et le jour de la mort, on est tous pareils. Donc, c'est le chemin entre la naissance et la mort, c'est ce chemin-là qu'il faut parcourir. Et si on arrivait à mieux se comprendre, à mieux communiquer, je pense que ça irait beaucoup mieux. Ce qui a changé, c'est vrai que la vie devient de plus en plus difficile, puisque de toutes les manières, pour tout le monde, et c'est pour tous les peuples pareil, la sécheresse, elle est là, la vie dure, elle est là, l'usure de tout ce que la terre nous a donné, tel comme le pétrole, comme le gaz, comme le bois, il y a de plus en plus de monde, donc il y a de plus en plus de bouches à nourrir, il y a de plus en plus d'initiatives à prendre pour préserver la planète Terre, donc la vie devient de plus en plus difficile. Et les gens, et c'est maintenant, et ce n'est pas hier et ce ne sera pas demain, c'est aujourd'hui. Ba Sissoko. Quand on est Sissoko, on est joueur de kora. Le Guinéen Ba Sissoko s'inscrit dans les sillons fertiles d'une histoire bien plus que centenaire. Il est le dernier né d'une longue ligne de griots, maître chanteur et corde agile. Son oncle, Mbadi Kouyaté, lui a ainsi transmis depuis tout petit son savoir, le pouvoir de l'instrument, fétiche de la sphère madingue. Lui aussi a une longue et belle histoire avec la ville de Marseille dont il nous parle. Des fois quand je suis à Marseille, parce que j'habitais au 19 rue de Trois-Rois, et la nuit, quand je suis là, des fois je suis seul. Quand je suis avec mes musiciens, ils partent, ils me laissent. Ils me laissent à Marseille, je prends ma kora, je suis seul, je viens aux terrasses, là où j'habite, et puis je commence à jouer, l'inspiration vient. Je compose des morceaux, quand je rentre en Guinée, je les montre, et puis voilà, je dis voilà, c'est ce que je composé à Marseille, et puis on le développe en Guinée, à Conakry. Mais Marseille, vraiment, c'est une ville que j'adore beaucoup parce que j'ai pas mal joué dans le coin là-bas, comme l'Intermédiaire, comme Balthazar, et puis à la Plaine, à Marseille, c'est mon coin. Quand je suis à Marseille, je viens à la Plaine. C'est un coin que j'adore beaucoup. En fait, c'est un instrument qui vient de ma famille avant tout. Et je l'ai appris quand même à bas âge dans la famille parce que c'est un instrument que j'ai beaucoup adoré et j'ai pas mal aussi travaillé dedans et tout. J'ai pas mal cherché des choses. Et c'est un instrument en fait qui vient de ma famille. Sékou Kouyaté. Membre du quartet de kora et complice de Ba Sissoko, Sékou, le jeune sudoué qui dynamite la kora d'effets saturés pour moderniser la tradition madingue, pour mieux la diffuser, la transgresser, pour vraiment l'honorer, nous parle de ses débuts et de Marseille. Pour la première fois, en fait, arrivé à Marseille, c'était en 98, avec l'association en fait, des Nuits Métis, qui était le premier association en fait, qui nous a amenés à Marseille. Et du coup, qui nous a aidé en fait, de faire des connaissances avec des musiciens marseillais, qu'on a fait des créations ensemble, qui s'appelle Tamalalou à l'époque. On avait monté ça avec Ba, tout ça. Pour la première fois, en fait, j'ai pu dire d'utiliser la pédale, c'était à Paris une fois. Je suis venu avec mon papa en tournée et tout. Après la tournée, j'ai proposé à mon père, je voudrais bien en fait m'acheter des effets, tu vois, avec un ampli. Il me dit, mais c'est quoi des pédales et tout? J'ai dit, en fait, les pédales, c'est quelque chose en fait, qui change de son et tout.
Il me dit, en fait, il ne voulait pas au début. Bon, après, je l'ai obligé et tout, tu vois. Il a pu accepter quand même finalement à la fin. Et donc, je me suis trouvé les effets avec un petit ampli. Je suis entré en Guinée. Voilà, j'ai pas mal travaillé, j'ai travaillé dessus. Après, j'ai présenté à bas. J'ai dit, voilà, moi, en fait, j'ai trouvé un nouveau truc, quoi. Des styles, tu vois, en fait, voir d'autres univers. Noailles. Situé dans le centre-ville de Marseille, Noailles est le carrefour du métissage. Ici, toutes les couleurs se croisent. C'est aussi l'endroit où les Noirs de Marseille viennent faire leurs courses en matière de gastronomie. L'arrivée à Marseille des Noirs au début du siècle et de leurs installations dans les quartiers populaires a permis de jeter les bases d'une organisation sociale et territoriale aujourd'hui encore perceptible. C'est nos grands frères qui étaient venus avant nous et nous avaient pas dit qu'à bengue la vie c'est pécoué wanu yuyu adere yuku wani se gbegre isa Panenia, wena dereni oye, todo kueye. Ena de mairani, eni semani, dereni dodo ni kuye. Kene kereo. Soyez les bienvenus au Gojo. Le Gojo, c'est le lieu de rassemblement de tous les adhérents de l'association Terre d'Espérance. Nous sommes dans cet emplacement depuis près de 12 ans. Terre d'Espérance a été créée en Côte d'Ivoire en 1987 par le révérend Père Éric Blanchard, il était professeur au petit séminaire de Gagnois. Et le mec, il a constaté que tous les jours, quand les élèves venaient à l'école, il y en a qui dormaient en classe. Alors il s'est dit, mais il ne comprenait pas pourquoi les enfants viennent en classe pour dormir et qu'est-ce qu'ils faisaient la nuit. Donc au fur et à mesure, il s'est rendu compte en fait que ce sont des enfants qui n'ont pas leurs parents dans la ville où se trouvent les lycées et les collèges. C'est les enfants des familles défavorisées qui habitent dans les villages. Et que les lycées et les collèges ne sont pas dans les villages, ils sont en ville. Donc ces enfants-là, ils habitaient chez les tuteurs. Donc les tuteurs, ils se servaient de ces enfants-là pour faire un peu les petits boulots ou plus même à la maison. Gojo, en langue bété, go c'est le fromager. Gojo, ça veut dire sous le fromager. Bon, ici, on a appelé ça sous le fromager Gojo parce qu'au début, nous voulions créer un endroit d'échange culturel, un endroit où les jeunes et les anciens peuvent partager leurs connaissances et leur savoir. Les adhérents ils sont de tout âge, il faut avoir 18 ans. Même si on a quelques jeunes petites filles qui, à des occasions ponctuelles comme la vente des tombolas, nous donnent des coups de main, mais il faut être majeur pour adhérer à l'association. Donc il n'y a que les adhérents qui viennent ici. C'est mélanger des filles, des garçons, de toutes sortes de nationalités, de tout âge. Rue d'Anvers, pas loin du Palais Longchamp, l'actrice ivoirienne Nakissi Savané a posé ses valises à l'Afrique Kidjigi Théâtre. Parce que moi j'ai parcouru l'Europe, toute l'Europe ici, j'ai pas vu un lieu d'expression dédié à l'Afrique. Et je me suis dit que ce serait bien de créer un lieu où les artistes africains pouvaient s'exprimer. Et Marseille, parce que il y a une histoire qui lie Marseille particulièrement à l'Afrique. Parce qu'avant, quand nos grands-parents venaient et tout, c'est par Marseille qu'ils commençaient. C'est ici qu'ils débarquaient. Il y a un lieu qui est dédié à l'Afrique. Nos enfants qui sont ici, qui n'ont pas la possibilité d'aller en Afrique parce que envoyer tous les enfants
en Afrique, pour ceux qui ont une grande famille, bon, c'est pas donné à tout le monde. AfriSanté, c'est une association pour la promotion de la santé et pour la lutte contre le sida. Donc il y a plusieurs projets en direction de la population d'Afrique subsaharienne pour la lutte contre le sida. Et nous siégeons en plein quartier de Noailles, puisque c'est là où il y a la grande population migrante. Donc nous travaillons dans les salons de coiffure, dans les bars et dans les maisons de commerce où il y a beaucoup de populations africaines qui fréquentent. Et nous travaillons aussi dans le milieu festif, dans les foyers où se trouvent beaucoup d'émigrants, comme les foyers Sonacotra. L'objectif, c'est de promouvoir la santé et la lutte contre le sida. Donc, c'est de travailler dans tous les milieux où se trouvent les migrants issus de l'Afrique subsaharienne. Grâce à l'ADCOMIAM que nous avons créé le Centre de formation professionnelle des métiers du son, parce qu'en faisant une étude pour faire l'homologation de diplôme, eh bien, les experts qui sont venus chez nous nous ont conseillé de séparer les activités socioculturelles de la formation professionnelle. Donc c'est pour ça que l'ADCOMIAM gère tout ce qui est socioculturel, festival, animation musicale, production CD, etc. Et le CFPMS gère uniquement la formation professionnelle. Donc l'ADCOMIAM, c'est une institution qui a été créée le 12 novembre 1990, voilà, à Marseille, avec des amis, où nous nous sommes rendus compte qu'il n'y avait pas trop d'associations dans le domaine culturel. Donc nous avons créé cette association, c'était pour se retrouver entre compatriotes de différents compatriotes d'outre-mer, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, etc. Et cette association a pris une ampleur énorme par rapport aux différentes activités que nous avons su mettre en place. Nous avons 4 studios d'enregistrement, le studio radio, le studio analogique, le studio de programmation et le studio numérique. Nous avons de quoi vraiment faire ici au Flamand, hein, donc avec tout ce qui concerne la partie technique sur Pro Tools ou quel que soit. Même dans le domaine de sonorisation, nous avons également 12 kg de sonorisation. Et nous avons également un 22 mètres cubes pour charger tout le matériel, pour pouvoir transporter tout ce matériel. Nous avons aussi un minibus pour permettre aux stagiaires d'aller faire des prestations. Mais nous travaillons beaucoup. Mon inspiration vraiment elle est venue de Didier Lafont. C'est Rosé, tu peux me rappeler dans 5 minutes, je suis en plein reportage là. Ça, il y a tout à l'heure. Non, il n'est pas là. À tout à l'heure. Ben voilà, je me représente encore Didier Daz. J'ai attaqué les platines depuis en 98. J'étais formé par Didier Diel. Et voilà, c'était ma source d'inspiration et depuis, je suis accro à ça, quoi. Mon père, quand la première fois qu'il est arrivé en France, il est arrivé sur Marseille, quoi, je veux dire. Après, retourné sur Paris, il avait sa vie professionnelle en tant que chauffeur, tout le tralali, tralala. Et un beau jour, il en a eu marre. Et il a dit, bon, voilà, il va tout plaquer. Et du coup, l'autre venu sur Marseille, quoi, je veux dire. C'est une communauté qu'on ne connaît pas beaucoup, que c'est un grand mystère pour beaucoup de gens. En même temps, c'est une communauté qui est énorme, qui a beaucoup de gens. Parce qu'en fait, quand on débarque en France, généralement, on débarque au soleil, donc on débarque directement sur Marseille. C'est ce qui fait que Marseille, c'est la première capitale, c'est la capitale des Comores pour beaucoup de gens. Parce qu'il y a autant d'habitants à Marseille que d'habitants dans les Comores. Les familles sont forcées de marier leur fille aînée avec un homme qui ne la connaît pas, qui ne sait pas d'où elle vient exactement, qui ne connaît pas ses envies, qui ne connaît pas sa couleur préférée, qui ne sait pas ce qu'elle aime manger. Et pareil pour les hommes. Tout ça parce que les coutumes, les religions, etc. font qu'il faut à tout prix qu'une famille, de bonne famille, marie son enfant ou sa fille ou son garçon aîné
avec une fille de bonne famille ou avec un mec de bonne famille. Et tous ces trucs, quelque part, ça rime à rien maintenant. J'étais de ces gens justement qui étaient un peu contre dans le sens où ben, tu travailles toute une vie et puis en un jour tu vas gaspiller tout ça. Tu vas gaspiller une richesse que certains ou beaucoup passent leur temps dans des cuisines à faire plongeur ou à faire d'autres métiers, peu importe le métier. Et puis tu arrives, tu vas dilapider ça en une semaine. Et puis c'est des mariages où les gens ne se connaissent pas forcément à l'avance, donc ce qu'on appelle un peu mariage arrangé. Après, moi, en prenant un peu de l'âge, je me suis rendu compte que c'est une économie qui fait marcher le système aussi, le système comorien, qui fait marcher ce système parce que justement, tous les gens qui sont ici, qui partent là-bas, ils vont, ils gaspillent, et puis c'est de l'argent qui tourne dans le pays et qui fait que ben, ça vit pendant 2 mois, juillet et août, c'est grande affluence et il n'y a pas assez d'avions pour amener les gens, justement. Ouais, parce que là, on a sur Comore, ça, le c'est un Rongozani. C'est un petit Jivois, donc voilà mon âne. Donc j'étais en train de dire que voilà mes frères comoriens qui passaient. Donc vous voyez, les choses au pays, c'est comme ça. Ça veut dire qu'on se dit bonjour. Usishange nitoregea kuske namo kweli o mwanzani maisha yangu noikaya simadhilifwe usishange nitoregea. Usishange, c'est l'affaire, en fait c'est comme une lettre écrite et chantée juste pour dire à mes amis, à ma famille, qu'ils ne s'inquiètent pas, parce que c'est vrai que quand on perd, on quitte le pays pour aller dans un autre pays, la famille et les amis qui t'ont laissé au pays s'inquiètent toujours, se posent toujours la question comment est-ce que tu vas, si tout va bien pour toi, si tu t'éclates, tout ça. Donc en fait, voilà, c'est comme une lettre comme ça, écrite et chantée, en leur disant, ben voilà, justement, je suis en France et tout va bien, je suis sur les scènes, je m'amuse, et puis que ne s'en faites pas, je reviendrai. Voilà. En fait, le titre, ça s'appelle Usishange Nitoregea, ce qui veut dire ne t'en fais pas, je reviendrai. Les inspirations viennent généralement de bonne musique. Quand je dis bonne musique, ça veut dire qu'un blanc peut faire de la bonne musique. Et je peux adhérer à son truc, mais généralement, c'est des vieux artistes américains noirs. Et après, mon inspiration au niveau de l'écriture, là, je suis sur un projet, par exemple, ça tient beaucoup de vécu et de choses que d'autres ont vécues et qui m'inspirent. La vie de tous les jours en général ou la situation dans le monde actuel, quoi. Bienvenue à la Chambre de commerce franco-comorienne. Au niveau du public de la Chambre de commerce franco-comorienne, on a surtout des migrants comoriens, donc des personnes qui ont un projet de création d'entreprise, que ce soit un projet de création d'entreprise ici ou aux Comores, voire les deux. Mais de plus en plus, on a des migrants d'autres pays, puisqu'on appartient maintenant à un réseau qui s'appelle le GAM, qui est un réseau qui regroupe des structures qui appuient les migrants dans leur projet de création d'entreprise, et les migrants de tout pays. Donc aujourd'hui, on a aussi des Sénégalais, des Ivoiriens, des Malgaches, qui ont des projets de création d'entreprise, des projets de retour dans leur pays d'origine, et qu'on appuie aujourd'hui grâce au réseau du GAM au niveau national.
commencé au Virgin. Au départ, j'étais là comme organisateur, comme je conseillais en fait. Et ça a commencé un jour où France Inter était à Marseille et cherchait un groupe comorien. Et comme moi, j'encadrais déjà des musiciens comoriens qui étaient là, mais on n'avait pas commencé parce que la communauté comorienne ici, elle est forte, mais ça fait pas très longtemps qu'on est là en fait. Ça fait, je pense, une trentaine d'années quoi. Un peu plus d'une trentaine d'années, voilà. Je fais ma formation à Moudra Afrique, où la directrice était Germaine Aconi et Maurice Béjart nous a beaucoup apporté parce qu'on avait tous les grands professeurs qui venaient de Belgique. Et j'ai fait la danse classique, la danse moderne, j'ai fait de la musique là-bas, j'ai fait beaucoup de choses, du théâtre, une formation complète, quoi. Quand j'ai fait mes 3 ans de formation à Moudra, je suis rentrée en 83 au théâtre et j'ai commencé à tourner avec le Ballet National du Sénégal. Et après, je suis restée 10 ans. Et en 92, je suis restée à Marseille. Je suis venue à Marseille parce que je suis restée après avoir fait le festival de Martigues. Moi, je me régale d'être à Marseille parce que j'ai participé pendant la Massalia, la Marselleste, j'ai fait toute la chorégraphie africaine. Et il y avait mon papa adoré, c'est pas mon vrai papa, mais moi je le considère comme mon papa, Doudounia Rose, qui était venu avec toute sa famille. On a grandi ensemble. Dans une même maison, c'est pour ça que je suis percussionniste aussi, quelque chose que j'avais oublié de dire, parce que je joue le sabar, et j'ai appris le sabar en jouant, parce que nous, quand on était petites, on n'avait pas des cadeaux, on ne savait pas le Père Noël s'il existait ou pas, mais quand même, on se fabriquait nos petits instruments. Alors, on va faire à l'italienne, on va détailler à l'italienne, c'est-à-dire sans musique, et on va détailler tout doucement. On fait et 1, et 2, et 3, et 4, avec le sourire, parce que la danse africaine, on ne peut pas le danser sans le sourire. Si on ne sourit pas, vraiment, ce n'est plus la danse africaine. 1, 2 fois droite, 2 fois gauche, et 1, 2, 3, 4, et tac, 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 et 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4. Alors là, pour bouger les fesses, comme on dit au Sénégal, il y a le ventilateur, parce que tout le monde nous demande ici, ah, vous faites de la danse africaine, et ils commencent à bouger les fesses. Or que nous, on a plusieurs cultures, il y a plusieurs ethnies, on a toutes les danses, on a la danse casamançaise, on a la danse des Sérères, on a le Wolof. Je vais commencer par le sabar, parce que la capitale c'est Dakar, et le sabar c'est les Wolofs. Et tac, mais tout le monde peut danser le sabar, hein, tac, tac, et 1, et tac. Et tac, et tac. Et la base, c'est les pieds, voilà. Tac, et tac, et tac, et tac. Alors, il y a les tout couleurs. Tac, comme Baba Mal. Et tac, et 1. Ça, c'est la danse des tout couleurs. Tac, ils font comme ça, avec beaucoup de grâce. Tac, avec des jolis boubous. Un très joli foulard. Tac, et 1. Et là, il faut vraiment élargir les mouvements. Tac, tac, 3 et 4. Et la danse Casamance, les Casamances font beaucoup de rythme avec les mains. Tac, 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 tac. Et tac, et tac, 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 et tac, et tac, et tac, et tac, et tac, tac, tac. J'ai découvert la danse africaine au cours d'un voyage en Afrique. Je suis tombée amoureuse de l'Afrique, de sa musique.
Et donc voilà, je prends des cours de danse africaine depuis 3 ans. Je fais des voyages régulièrement en Afrique. Voilà, Ndeye est devenue une amie, une grande amie, toute sa famille également. Je suis toujours accueillie très chaleureusement chez elle. Et voilà, on prend beaucoup de plaisir à danser. On danse avec notre cœur, on danse vraiment avec beaucoup de plaisir, de joie. Il y a une technique, mais c'est une technique beaucoup plus naturelle. On laisse beaucoup plus parler son corps. Entre guillemets, on dit on se lâche quoi. Sur la musique africaine, on se lâche. De la détente, de la connaissance de la culture, puisqu'on a un prof qui nous parle de la culture africaine aussi. Et savoir danser. Moi, je fais exactement comme au Sénégal, voilà. Il n'y a pas la pression, on danse, c'est tout à fait naturel. Et il ne faut pas que ça... Quand on donne un cours de danse, en tant qu'Africaine, on ne doit pas s'arrêter juste par rapport à la danse. Il faut aller au-delà de tout ça, d'expliquer notre culture, comment on vit ça, et d'essayer de leur apprendre aussi, parce que c'est ça l'intégration. Parce qu'on dit, est-ce que vous êtes intégrés? Mais nous, on est complètement intégrés. Mais il faut que nous aussi, on passe l'intégration de chez nous à l'européenne. Je suis venue à Marseille, j'ai tombé amoureuse de Marseille pour cette population métissée, ça me fait rappeler beaucoup Rio de Janeiro. Beth, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, que j'ai rencontré dans des stages internationaux au cours Julien dans les années 80 et qui réunissait des danseurs de jazz classique, de renommée internationale. Et c'est vraiment quelqu'un d'épatant. À 16 ans, entre 16 et 18 ans, j'étais dans ma première compagnie de danse contemporaine. J'ai une formation contemporaine au nucléo de danse contemporaine avec Susana Braga et actuelle directrice de Guaíra, et danse contemporaine de Rio Grande do Sul. Le jazz de Beth, il est assez sensuel, mais il a des bases aussi même classiques très fortes. Et on arrive à un haut niveau parce qu'en plus, avec ses compétences, elle a des compétences dans plusieurs domaines. Donc, elle peut nous amener très loin et c'est ce qui est merveilleux de danser avec Beth. À 18 ans, j'ai eu une bourse chez Alvin Ailey à New York et Martha Graham. Donc, j'ai passé 1 an. Donc, après, j'ai retourné au Brésil et je me formée je suis architecte urbaniste. Faire découvrir la danse africaine dans sa globalité aux gens qui sont intéressés à travers du kuduro, du gwoka, du mapuka, de la percussion zoulou, du ndombolo et même de la danse malgache. Alors, il est très difficile d'être artiste noir à Marseille et de vivre de la danse africaine. C'est la raison pour laquelle il faut développer cet art à Marseille. On est très peu nombreux, il faut vraiment le développer. Et nous sommes là justement pour donner donc envie à des gens qui ont envie de danser,
à développer la danse africaine. Venez avec nous. Donc ne passez pas à rentrer là, c'est Benjamin. Donc, je vais vous accueillir au restaurant Ziguinchor. C'est le métissage de toutes ces cultures qu'on brasse à Marseille. Donc ce mur le représente, avec tous ces drapeaux. Donc ces drapeaux de plusieurs pays. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des clients qui sont venus ici, qui ont fait la commande de leurs drapeaux pour qu'ils soient représentés ici. Donc tout ce qu'on voit ici, ce sont des nationalités qui fréquentent le Ziguinchor. Le Ziguinchor, déjà, c'est le nom d'une ville qui se trouve en Casamance, donc c'est le sud du Sénégal. Et donc c'est un peu notre région, quoi, parce que nous, on est plutôt, enfin, moi je viens de la Casamance et Guinée-Bissau, donc c'est pour ça l'idée de donner le nom du resto. Alors la spécialité du Ziguinchor, donc c'est le plat national du Sénégal, donc c'est le thieboudiène. Thieboudiène, c'est un plat qui est essentiellement fait de poisson, à base de poisson. Donc le poisson, souvent c'est le mérou qui est utilisé, avec une petite farce à l'intérieur qui est accompagnée de légumes, aubergines, choux, carottes, manioc, avec un riz en accompagnement. Donc la particularité du riz du thieboudiène, c'est qu'il est cuit dans la sauce tomate. Donc c'est un riz qui est rouge. C'est rigolo des fois, parce que les clients me demandent mais pourquoi il est rouge le riz? Ils ont l'impression qu'il pousse rouge, quoi. Mais il ne pousse pas rouge, quoi. C'est parce qu'il est cuit dans la sauce tomate. Bon, moi je suis d'origine manjac. Alors les manjacs qui sont basés dans les pays manjac qui se trouvent en Guinée-Bissau. Et c'est à la frontière pratiquement de la Casamance, donc du Sénégal, quoi, parce que la Casamance fait partie du Sénégal. Et donc il y a beaucoup de manjacs qui ont immigré au Sénégal et qui sont installés en Casamance. Donc si tu veux, c'est un peu approprié cette région aussi, quoi. Hein. Donc quand on dit les manjacs qui sont Casamance ou Guinée-Bissau, dans le Sénégal. Hein. Voilà. Donc moi personnellement, je suis en Casamance, donc dans la région de Kafountine. Donc c'est là-bas que je suis installé. Et c'est une région que j'aime beaucoup parce qu'il y a un mélange, il y a un gros mélange en Casamance, surtout dans la région de Kafountine. Où moi ce que j'aime bien là-bas, c'est que musulmans ou catholiques, par exemple, il n'y a pas de différence. Voilà. Et les mosquées sont respectées, les églises aussi. Et ce qui est bien là-bas, c'est qu'il y a actuellement, et depuis toujours, il y a des mariages entre catholiques et musulmans. Donc je suis content de voir qu'il y a un endroit où ça existe, quoi. Il n'y a pas cette barrière. Je suis venue à Marseille, ça fait des années. Tous les petits commerces, même qui étaient gérés par les Ivoiriens, personne ne donnait le nom ivoirien. Alors je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas promouvoir son pays et puis donner soit un commerce Maman Africa, ceci et cela. Alors comme j'aime tellement ce pays et je suis tellement attachée à mon pays, je dis, tiens, j'ai créé une affaire qui peut parler du pays. Enfin, ma spécialité elle-même, c'est le poisson à la braise. C'est le poisson qui vient d'eau douce africaine qu'on appelle le tilapia. Après le poisson à la braise, il y a la queue de bœuf. La queue de bœuf avec la sauce graine. Comme tu ne peux pas aller en Afrique, en Côte d'Ivoire sans manger de la sauce graine. Donc il y a la sauce graine avec le foutou et avec du riz et tout ce que vous voulez. Bonjour, Catherine Sabi, bienvenue à l'atelier showroom Saramani. Alors Saramani, ça veut dire charmante en langue malinké. Saramani, en fait, c'est l'influence africaine sur des vêtements européens. Donc au niveau des tissus, un mélange de tissus et au niveau aussi des coupes, une influence africaine dans les coupes. Alors je travaille avec un atelier à Dakar, le tailleur s'appelle Moussasso. Alors pour les vêtements d'été, en fait, je mélange des tissus unis comme du lin avec le vax. Bon, ça c'est le vax, le tissu des boubous. Là, c'était avec du voile de Mauritanie, qui est teinté par les femmes voilà, en Mauritanie. Là, j'aime bien aussi prendre l'indigo. L'indigo, c'est le tissu traditionnel de Guinée, qui est teinté avec des végétaux. Et mélangé avec du madras là, voilà. Voilà. Et au niveau pour l'hiver, en fait, j'utilise pas mal du velours milleret mélangé avec du vax ou aussi avec du bogolan. Donc ça, c'est le tissu traditionnel du Mali, voilà, avec les teintures à base de terre. Travailler avec l'Afrique, au départ,
j'aimais coudre avec les tissus africains, mais pour pouvoir les porter en France. Et puis j'ai été amenée par des opportunités à aller au Sénégal et voilà, j'ai rencontré des tailleurs, ça s'est fait comme ça en fait. Alors je suis arrivée à la mode par l'amour du métier déjà, dans un premier temps, et puis dans un deuxième temps par le conseil d'une de mes profs de couture qui à l'époque a décelé je dirais, ce potentiel en moi depuis ma petite, la classe de 6e, on va dire ça, puisqu'à l'époque, au Cameroun, on avait des heures de couture. C'est comme ça qu'à la fin de 2 années de cours, elle a dit à ma mère, lors d'une réunion de conseil de parents-profs, qu'il serait peut-être bien pour moi de m'orienter dans ce domaine-là et qu'elle pensait à l'époque que j'avais du potentiel. Je pense qu'elle ne s'est pas trompée parce qu'aujourd'hui, je me rends compte vraiment que c'était une bonne et belle orientation. Il faut avoir la foi, mes vêtements ont une histoire et les clients aiment qu'on la leur raconte. J'ai choisi l'atelier boutique afin d'être au cœur de l'action, dans l'intimité des matières, au contact des clients. L'orfèvre du sur-mesure s'inspire de la haute couture. Le sens de l'écoute, de la capacité du travail sont 2 qualités incontournables pour réussir. Je ne compte pas mon temps. Le travail se fait à l'ancienne, dans l'atelier, avec croquis, mesure, patron à plat, coupe sur mannequin, ajustement sur client. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, avec se lancer dans la couture sur mesure, j'entends, il faut vraiment avoir comment dire, beaucoup de support derrière. Mais je suis arrivée à la mode, disons, je me suis rendu compte que j'avais un don, plus ou moins. En 5e, c'est ma soeur qui m'a fait prendre conscience que je pouvais en faire un métier. Je faisais des dessins et elle m'a dit ben, tu dessines bien, donc tu pourrais faire un métier de stylisme. Et par la suite, je me suis intéressée à cette filière et je me suis renseignée un peu à quoi ça correspondait et tout. Et j'ai commencé à réaliser mes dessins. J'ai commencé en BEP, une formation de BEP. Je suis arrivée à la terminale BT. Et depuis 4 ans, je fais de la couture, de la création, le dessin à la fois. Les formes africaines, c'est ça qui m'inspire beaucoup. J'aime bien lorsque je vois la silhouette, il suffit de me regarder aussi. Hein. J'imagine les femmes bien, la taille fine, la taille de guêpe avec les formes comme il faut. C'est pour ça dans mes créations, souvent, on voit quand même les robes qui sont près du corps et qui s'évasent un peu dans le bas. Donc, les inspirations me viennent de la femme africaine et des stars comme Beyoncé, Jennifer Lopez, qui sont quand même assez, plus ou moins la femme qui a des formes. Quand on est à l'école, on nous demande de bosser et on travaille comme des folles. Mais à la sortie, après le bac, c'est pas facile de rentrer dans les écoles parce que quand on fait une formation professionnelle, on demande parfois des gens qui ont des bacs arts appliqués pour pouvoir accéder au BTS stylisme. Foi o tombo do navio, foi o balanço do mar, marinheiro só, eu não sou daqui, marinheiro só, tamo meu parceiro, todo de branco, tem seu bonezinho, lá vem, como vem parceiro, todo de branco, com seu bonezinho, marinheiro, marinheiro. Berimbau é um instrumento que vem ça vient de l'Afrique. Au départ, Angola, pour la capoeira. Et ce instrument, c'est une tige de bois qui s'appelle beriba. On va chercher ça dans les bois, hein, dans le mato, la mata, l'Atlantique. On va trouver ça qui s'appelle beriba et on transforme en berimbau. Avec la calebasse, la tige qui s'appelle caisse de résonance, pour le son, une corde. Moi, j'utilise une corde spéciale qui est corde de piano, mais au Brésil, on n'a pas assez. On utilise des pneus de voiture, de camion, n'importe. Et une tige, une baguette et un cachichi pour faire le rythme, pour faire l'accompagnement do berimbau. Alors, le berimbau, c'est un instrument qui se joue dans la capoeira.
moi, comme percussionniste, j'ai adapté ça dans la musique populaire brésilienne. Et voilà. Avec tant de personnages. Je suis un percussionniste afro-brésilien, auteur-compositeur. J'ai mon travail, j'ai mes disques, j'ai mes DVD enregistrés ici, enregistrés au Brésil. La chose qui me fait plaisir vraiment, c'est que je n'ai pas oublié. Je suis en France depuis 26 ans. Je suis résident à Marseille, en France même. Mais je n'ai pas oublié mes origines. Je retourne toujours au Brésil. Ça, chapeau pour moi-même. Ici, on a cette église Notre-Dame de la Garde, et chez nous, on a le Christ. Donc, ce sont des similitudes de la ville déjà, et la mer qui il est de ville, les montagnes qui ne sont pas très loin, et les gens métissés et qui parlent fort. À Marseille, c'est un lieu aussi. Il y a différents pays, différentes personnes de différents pays, différentes origines. Et voilà, et je suis ici à Marseille, mais je me sens moins dépaysé. Bon, moi, j'étais invité pour jouer à Marseille en les années 80, à la belle époque. La belle époque que ici, la musique brésilienne, j'étais un des premiers percussionnistes de Bahia arrivé ici, avec le berimbau, avec l'histoire des percussions, etc. J'arrivais dans les années 80. Ça m'a plu rester à Marseille parce que Marseille, c'est un carrefour vraiment. Hein. Il y a le port, Salvador, ça s'y ressemble. Parce que moi, je viens de la rue de Salvador, avec le port, avec la malandrage, avec tous ces gens. Et Marseille, le soleil, la mer, que c'est très important pour moi. La capoeira Angola, c'est la capoeira plus originale, donc de début. Ça vient de la rue, c'est danse, c'est lutte, c'est une défense, c'est une... Bon, les esclaves utilisaient la capoeira comme manifestation de libération des esclaves. Les seigneurs de fermes, de domaines, quand ils les regardaient, ils pensaient qu'eux, ils étaient en train de danser. Mais dans la réalité, ils étaient en train de se défier ou de lutter. Après un soir d'espoir, me voilà présent dans ce monde cartésien qui me déclare absent. Malgré moi, face à mon destin clandestin, sur la terre de Dieu à ses yeux, retourner ou rester, céder ou agir. Question programme qui me fait réagir hier. Sur des navires, pas milliers, ils descendaient des cales sans mal, dans sous dépression, en provenance de leur Afrique natale, pour se retrouver en plein hiver pour des raisons diverses. Lutter, mourir ou survivre, c'était le pari et c'était à parier. Now to remember, so baby speak up, yeah. Notre présence en France est un droit, ouais. Un souvenir des nôtres qui ont tracé la voie. On ne voyait pas les noirs et on ne voyait pas les blancs. Aujourd'hui, nous sommes ici. La seule chose qui pourrait changer, c'est qu'on apprenne à nous respecter. C'est qu'on apprenne à ne plus nous spolier. C'est qu'on apprenne à ne plus nous vandaliser. C'est qu'on apprenne à ne plus nous insulter. C'est qu'on apprenne à ne plus faire de la discrimination.
Parce que les Européens ont besoin des Africains pour construire ce pays. On va parler de soi-disant Napoléon alors que c'est des gens qui ont rétabli l'esclavage. Que les gens n'ont pas su faire rien du tout alors que c'est Napoléon qui ont rétabli l'esclavage qui a aboli. Par la Constitution, parce que la Révolution française a aboli ça. La Révolution française, puis lui il est revenu, il a rétabli ça. Et quand on faisait son anniversaire, des trucs ici, que les gens disaient que Napoléon a fait des trucs extraordinaires, que ça m'a vraiment révolté. Et ça m'a vraiment touché beaucoup ici. Et que personne n'a rien su dire, tout ça là. Et puis aussi l'histoire de l'esclavage, la manière où on l'a amené ici aussi, la manière où on a parlé ça ici aussi. C'est les trucs qui m'ont marqué, parce que pourquoi? Parce que le fait de reconnaître, je me dis, mais pourquoi on ne peut pas reconnaître ce crime alors qu'on reconnaît la Shoah? La Shoah qui est reconnue par tous les États du monde, la Shoah. Et les Noirs, regarde Darfour, partout, ce truc-là, les Noirs meurent plus que... Et je me demande pourquoi on ne peut pas reconnaître ce truc. Reconnaître ne veut pas dire qu'on accuse quelqu'un, tout ça. Dit que ça ne se produit plus. Ce truc ne se produit plus. Que d'autres se produisent, oui, mais que ce truc-là ne se produit plus. C'est tout. Ce n'est pas de faire 3 anneaux, 4 anneaux comme ça pour couillonner les gens, pour tout ça, non. En fait, on nous montre bien qu'on n'est pas chez nous, quoi, tu vois. Il y a vraiment un côté assez répulsif de notre communauté à travers des actions et d'autres. Et la mort du petit Ibrahim, ça m'a vraiment, ça m'avait mis la haine. D'ailleurs, ça m'a mis la rage. Et je crois que c'est à cette période-là, d'ailleurs, que j'ai commencé à écrire. Ils sont tous là à dire qu'il faut s'intégrer et je pense que la ville de Marseille ne fait pas assez d'efforts pour intégrer les gens. C'est vrai que nous, il faut qu'on fasse des efforts pour être acceptés. À un moment donné, tu te rends compte que tu fais des efforts parce qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, si tu regardes le 3/4 des groupes de rap à Marseille, ils sont noirs. Et à un moment donné, c'est une immigration qui est là et qui a besoin qu'on le soutienne. Un exemple tout con, la ville de Marseille, sachant que Marseille c'est la 2e ville en France au niveau du rap et qui est connue mondialement aujourd'hui, la ville de Marseille n'a jamais fait ne serait-ce qu'un concert gratuit sur une plage ou sur un truc en invitant tous les groupes de Marseille à aller faire une grande fête, sachant qu'il y a beaucoup de groupes aujourd'hui qui sont disques d'or, alors que dans d'autres villes ça se fait pas. Aujourd'hui, Ayam ont été plusieurs fois disques d'or, Funky Family, Troisième Œil, Psychiatre de la Rime, Faflarage. Je veux dire, c'est des noms, c'est des gens qui parlent à d'autres gens. Et la mairie de Marseille n'a jamais rien fait, alors que je sais que dans d'autres villes, ça se serait fait. Dans d'autres villes, ils auraient fait un truc, une fête pour tous. Ils ont peur que ça graine trop de jeunes des cités, mais à un moment donné, tu dois faire aussi avec ça. Et si tu as une bonne sécurité, et si tu as une bonne structure qui est derrière le projet, ça peut que bien se passer. Donc ça, c'est une chose que je trouve que Marseille, c'est pas une ville où si tu t'intègres pas de toi-même, on t'aidera pas à t'intégrer. Alors que c'est la ville de la mixité, machin, hein. Et finalement, que dalle de ce côté-là. Nous, les étrangers, c'est qui fait le travail dur de la France? Qui c'est qui ramasse les ordures, normalement? Qui c'est qui fait le bâtiment? Qui c'est qui... Non, je sais pas. Je pense que c'est justice. Ne pas regarder les immigrés, comme on dit, comme les résidents. Moi, je suis résident. J'ai ma carte de résident et je suis là depuis les années 80. Alors, je joue comme musicien. Qui c'est qui va prendre mon boulot? Je ne prends le boulot de personne. Alors, ce qui ça me fait mal, c'est de voir qu'il y a des frères, des êtres humains ici noirs qui sont traités comme des rien, quoi. Toujours ce sentiment interne que l'on a de ne pas être accueilli. Parce que moi, je suis africain, je sais ce que c'est que l'accueil, comment on reçoit les gens. Et ce truc-là que je connais, je ne l'ai pas encore retrouvé depuis que je suis là, quel que soit tout le temps que je passe là. Malgré que j'ai des copains blancs, chinois, vietnamiens, Marseille est brassé, on a même des Brésiliens ici. Mais ce sentiment d'être accueilli qu'un étranger peut avoir lorsqu'il arrive dans une famille, ce sentiment, je ne l'ai pas encore eu ici. Free freedom,
Fighters leen ko ngir seeni doom. Free, freedom. Kuy dund sa liberté lew na la doom. Free, freedom. Be free, my friend. Mamadou Konté was a freedom fighter. Bless it up, man. ànd ak dongo yi jëm ci daara yi xëy fóot sama xol ne gestu téere yi jàng mbind mi jëfe kàddu yi ñu leer xel sama xol ay ca ci bii boor ñu ànd jor ca bee boor. Ndongo dëgg bi soo roor xëppal ndëm di go roon. Ndongo yee duñu taye ate ubbi xel yi jëme si jaam yi xalam xol yi xam-xam lañu yeyoo aduna la fa xew jërul jaam ñi di layoo. Bless it up, man. Bonsoir et bienvenue à la soirée Africa Fête. Amana fina kwikana bila moko ngatoy ne denin tumana ilele tere kumalanye ne denin tumana ilele tere ndemena uo mama na fina iyelele mama iyelele nafina iyelele. Un jour j'ai échoué dans cette ville et puis j'en suis tombée amoureuse et depuis je me suis installée là. J'adore me promener dans les rues et voilà. Ma passion c'est la chanson. Et cette passion, je la cultive depuis la Guinée. Je suis passée dans des grands ballets, j'ai travaillé avec les Amazones de Guinée. Et j'ai beaucoup traîné dans les rues de Conakry à la recherche de cet art de la chanson qui est très ancré en Guinée, dans mon pays. Africa Fête, c'est un label de musique africaine qui a été créé par Mamadou Tonsé en 1978, au départ à Paris, et puis qui est devenu un label qui s'est installé à Dakar dans les années 90. Et en 2002, on a créé l'antenne Africa Fête à Marseille. Alors Africa Fête, à la base, c'est pour faire découvrir des jeunes talents de la musique africaine, donc que ce soit des artistes qui vivent en Afrique ou des artistes de la diaspora. Et donc à Dakar, on a un festival qui a lieu chaque année au mois de décembre, et à Marseille, on a un festival qui a lieu chaque année au mois de juin. Et on produit des artistes, on sort des albums, on fait pas mal de résidences d'artistes, et voilà. Obere no ntode obono bri kware enyama nto nyabara ha no bri no kware we na nwe kware na nyebere enyama le we na bri ko na nyebere otu no ha no bri ko na se ha enyabada ha enyakuku ha enyama nto kware enyama nyagogolo onye ha to ma ya jo ma ya gbogbo ma duaro ma to riga jo na nyamuna ego ese du matwa engalo. Solidaire derrière un cortège, rien que pour qu'il y ait une vraie justice, qu'il y ait des crimes élucidés. Qu'il y ait plus d'événements justement autour de la communauté noire. Et vous les jeunes, vous devrez prendre, comme on dit à Marseille, de la graine. Et bien la moudre. Ils se divisent tout seul pour rien, tu vois, qui se met ensemble pour faire des trucs, que ce soit le théâtre, que ce soit faire rire, que ce soit le mimique, que ce soit tout, ils l'ont ça naturellement. Ils l'ont ce don-là, ils l'ont, et ils peuvent le faire. Et donc, ça, c'est un truc à se vendre, parce que les Blancs ne peuvent pas le faire. Il faut qu'il y ait le Blanc, ils copient. Si vous le faites, ça, ils sont doués pour les copier, les Blancs. Ils sont doués pour copier, ils sont très doués. Il suffit qu'ils te voient faire quelque chose, c'est fini, il apprend tout de suite. C'est pour ça qu'il faut que les Noirs sachent que ce qu'ils font est valable. S'il n'est pas valable, pourquoi les Blancs les copient? Si les Blancs les copient, c'est parce qu'ils savent que c'est bon. Sinon, il ne les copiera pas. Parce qu'ils savent que c'est bon. Pour copier, les Blancs sont doués pour ça. Donc les Noirs, il faut qu'ils comprennent que ce qu'ils font, c'est qu'il est bien. C'est pour ça qu'ils les copient. Regarde les djembés, tout ça, là, ils savent jouer, maintenant les Blancs. Aujourd'hui, même, il faut qu'on enlève cette idée de Noirs et hommes et femmes. Parce qu'on est à l'heure de la parité. Et nous qui avons eu la chance de vivre en Europe, il faut qu'on prenne notre triche aussi sur les Européennes qui, toutes seules, qui arrivent à entreprendre, créer et tout ça. Si la femme européenne le fait ou la femme occidentale le fait, pourquoi pas une femme africaine peut réussir dans le domaine de créativité? Il faut vraiment trouver sa place et se dire que j'ai le droit à... Je suis venu ici, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents se sont battus pour la France. Pour certains, pour beaucoup même. Un exemple, nous en tant que Comoriens ou les Sénégalais, c'est des gens qui sont... mon grand-père a combattu pour la France en 14-18. Et donc on mérite notre place dans ce pays.
C'est pas parce qu'il y a des élections présidentielles qui sont passées et qu'on a un président qu'on peut contester ou pas qu'il faut se dire que la France est un pays raciste. Non, la France est un pays où une terre d'accueil à la base. Avec autant de communautés, que ce soit les Antillais, que ce soit les Comoriens, que ce soit les Sénégalais, toutes les communautés qui sont là, noirs qui sont là, qu'on n'ait pas un truc à nous. Ça c'est vraiment la chose que j'aimerais voir un jour, qu'il y ait des Noirs qui se réunissent, des Blacks qui se réunissent pour monter un truc. Marseille, c'est une ville culturelle, donc il faut qu'elle garde cette éthique. Il faut que Marseille garde cette éthique-là, de ville culturelle, cosmopolite, où il y a le brassage des cultures, qu'il y a un fort métissage, mais ce métissage-là, il faut qu'il soit à 100%. Il ne faut pas que ce soit chaque communauté de son côté qui s'organise et qui fait. Il faut essayer de faire un regroupement, que les gens se côtoient, se rencontrent. Il faut être sage. Il ne faut pas avoir la sagesse, il faut arriver à un certain âge. Quand on n'a pas un certain âge, on ne peut pas être sage, on ne peut pas comprendre la sagesse. Et puis la sagesse, c'est aller à l'essentiel et non pas tergiverser. Gbogbo ma do aro ma to ri ri jo na nya mu na egbo ese ni mo to engelo.